Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi F égale à MA. Donc, pourquoi en fait c'est cette formule-là? Pourquoi c'est M fois A? Je pense que c'est une question qui est quand même légitime de se poser. Puis aujourd'hui, on va éclaircir ça un petit peu. Donc, premièrement, faut énoncer un but. Quand Newton a découvert cette formule-là, lui, il avait un objectif de départ. C'était de comprendre le mouvement. Donc, en fait, les objets se déplacent. Je prends mon efface, je peux la pousser, elle bouge. J'aurais pu prendre quelque chose qui glisse plus, je l'aurais poussé, il aurait glissé sur ma feuille, puis il se serait arrêté. Ben ça, c'est un mouvement, puis on peut essayer de le comprendre mathématiquement, puis physiquement, puis ça va être ça le but de Newton, premièrement. Donc là, pour comprendre le mouvement, ce qu'il faut faire, c'est faire des expériences. C'est ce que Newton fait, puis il se rend compte assez rapidement que, par exemple, ici, j'ai une surface qui est assez glissante, puis j'ai un autre objet qui glisse. Si je le pousse, si je lui applique une force, il glisse. Mais là, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui le fait arrêter de glisser? Parce que, tu sais, au début, il glisse, puis après ça, il s'arrête. Mais on peut vite comprendre qu'en fait, c'est la surface ici en noir, puis la surface ici, en dessous de mon écart, qui frottent ensemble. Puis ce frottement crée une force qui fait ralentir mon équerre. Donc cette force de frottement-là, elle dépend de plein de facteurs. Si j'avais de la brique ici, mon équerre elle glisserait vraiment moins. Si mon équerre était une brique, puis la surface ici était une brique, ça glisserait quasiment pas. Je le pousserais, puis ça voudrait pas avancer, ça bloquerait. Fait qu'en fait, la friction, le frottement, ça dépend du matériel, ça dépend aussi de l'air. Fait que c'est super compliqué. Fait que là, Newton, ce qu'il va se dire, c'est qu'il va se mettre dans des conditions idéales. Il va s'imaginer qu'il est dans l'espace, par exemple. Donc, il n'y a aucun frottement de force externe. Il n'y a aucun frottement de surface, aucun frottement d'air. Parce que l'air, les particules d'air, quand il y a une vitesse, ça frotte sur l'objet, puis ça réduit la vitesse un petit peu. Ça n'a pas un gros impact. Donc, c'est ça. Fait que ça, là, de faire ça, ça va beaucoup simplifier les calculs. Fait que là, maintenant, j'ai un objet, il bouge, puis il n'y a rien si je le pousse, dans ces conditions idéales-là, si je le pousse, là, il continue à avancer. Donc, je le pousse à une certaine vitesse, je donne une petite force, puis il va garder cette impulsion-là, puis il va avancer à cette vitesse-là à l'infini si personne ne l'arrête. Donc, ça va être ça les conditions idéales de Newton. Bon, maintenant qu'on a défini dans quel contexte on voulait travailler, donc dans un endroit où est-ce qu'il n'y a aucune force externe, ni frottement, un peu comme dans l'espace, là, à ce moment-là, on veut essayer de comprendre le mouvement. Donc, fait que là, on est dans une situation où j'ai un objet, il peut changer de masse. Fait que j'ai ma gomme ici, puis j'ai ma souris, par exemple, qui est environ 5 fois plus lourde. Puis, mes objets peuvent bouger, soit à vitesse constante, ou sinon, on peut leur appliquer des forces, ils peuvent accélérer. C'est pas mal tout ce qu'ils peuvent faire. Le volume, la grandeur de mes objets importe peu vu qu'il n'y a pas de molécules d'air dans l'espace. Fait que habituellement sur Terre, plus qu'un objet est gros, plus qu'il va être freiné par les molécules d'air. Mais là, il n'y a pas d'air. Donc la taille des objets influence très peu influence pas sur le mouvement. Maintenant, considérons deux mouvements. Par exemple, j'ai ma gomme ici qui se déplace à 2 mètres secondes. Et en même temps, juste à côté, j'ai ma souris ici qui se déplace à 2 mètres secondes. Donc j'ai mes deux objets qui se déplacent à la même vitesse. Mais est-ce qu'il y a une différence de mouvement? Mettons, ça serait, on pourrait, la prochaine étape, ça serait de, mettons, quantifier le mouvement. Est-ce que, mettons, un objet qui a une certaine masse, qui a une certaine vitesse, peut avoir une certaine quantité de mouvement différente d'un autre objet qui a une masse plus petite ou qui a une vitesse plus petite, par exemple? Ça fera pas le même impact. Par exemple, j'ai un humain dans l'espace qui reçoit mes deux objets. Par exemple, il les reçoit dans son ventre. Premièrement, il y a ma gomme qui va, mettons, à 3 mètres secondes. À cette vitesse-là constante. Elle fonce dans le ventre de mon humain. Bon, il ne se rendra pas grand-chose, mais par exemple, si j'ai ma souris qui fonce à 10 mètres secondes dans le ventre de mon extraterrestre, là, il va peut-être avoir un petit peu mal. Ok, qu'est-ce qui change entre cet objet-là et cet objet-là? Premièrement, dans ma dernière situation, il y avait la masse. On parle de la même masse. Et la vitesse. Ok.
Fait que ce serait la masse et la vitesse qui ferait changer le mouvement. Par exemple, ici, ils vont à la même vitesse. Ici, ils vont à la même vitesse puis ils foncent dans le ventre de mon extraterrestre, de mon humain, pardon. Ben, il va quand même sentir plus la souris parce que elle a la même vitesse puis elle avait plus de masse. Fait qu'il va plus sentir la souris. Fait que la masse a un impact. Donc, par exemple, on veut définir une certaine quantité de mouvement qu'on pourrait appeler Q. Ben, ma quantité de mouvement va dépendre de ma masse. Puis là, elle va dépendre de quoi d'autre? Ben, si plus que mes objets vont vite, puis plus que l'humain va sentir quelque chose, donc plus que théoriquement il y aurait de mouvement, il va sentir, il va se faire percuter avec plus de mouvement. Donc ça va dépendre de ma vitesse. Je tenais aussi à préciser que dans cette situation-là, dans l'espace, on considérait que mes objets se déplaçaient à vitesse constante. Donc, ils avaient une vitesse qui ne changeait pas au cours du temps. On fait ça parce que on commence avec ça parce que c'est plus simple. T'sais, on sait que mon objet il peut accélérer aussi si j'y applique une force, mais on commence par quantifier le mouvement d'un objet qui a aucune force sur lui. Fait que ça nous permet de savoir quel est son mouvement, entre guillemets. Donc là, on a trouvé que ma quantité de mouvement Q dépendait de ma masse et de ma vitesse. Mais là, il faut trouver une relation entre M et V qui me produit cette quantité de mouvement-là. Parce que là, j'ai juste deux variables, là, je les ai pas encore mis mathématiquement. Mais maintenant, c'est comment trouver cette relation? Ben, en faisant des expériences, tout simplement. Il faut tester les trucs, parce que ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être M plus V, qui est égal à quantité de mouvement, on va juste l'appeler Q. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être M divisé par V, par exemple. Mais là, il faut réfléchir. Est-ce que, par exemple, j'ai une masse de 10 ici, mais j'ai une vitesse nulle? Ben, ça me donnerait une quantité de mouvement qui est égale à 10. Mais mon objet n'est même pas en mouvement, fait que ça marche pas. Ma vitesse, ben si ma vitesse est nulle, ça me donne une impossibilité. Ça marche pas vraiment, là. Si on fait des tests ici, on verra que ça marchera pas. Fait que là, il faut faire des tests. Ok, fait que là, par exemple, ben, on va faire l'expérience. Par exemple, j'ai un bloc de 1 kg ici. Ce bloc d'1 kg là a une vitesse par là de 2 mètres secondes. Ce bloc-là fonce dans un grand bloc qui, lui, a 4 kg. Ok. Maintenant, on va considérer que le bloc ici a une quantité de mouvement. Fait que 1 kg mis en relation avec mon 2 mètres secondes va me donner une certaine quantité de mouvement que ce bloc va posséder. Puis, il va tout transférer sa quantité de mouvement à ce bloc. Donc, après la collision, quand lui va percuter lui, il va être immobile, puis lui, il va avoir la quantité de mouvement que lui avait au début. Ok. Donc, on va faire l'expérience. Ben, en fait, je peux pas vraiment faire l'expérience parce que je suis pas dans l'espace, puis j'ai pas de budget. Mais on pourrait faire l'expérience sur Terre quand même avec on pourrait tout essayer de réduire le plus possible le frottement de l'air. Donc, se mettre dans une pièce où il n'y a pas d'air, puis on pourrait essayer de négliger le plus la surface, le frottement, comme par exemple se mettre sur une glace super lisse. Donc là, si on fait l'expérience, on voit que mon bloc de 4 kg va avoir une vitesse de 0,5 mètres seconde. Ok. Donc, fait que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lui avait une quantité de mouvement initial, on va l'appeler QI. Puis lui, il y a une quantité de mouvement final. Fait que lui, QF. Puis je vous ai dit que les deux sont égales parce que lui va tout donner sa quantité de mouvement à lui. Fait que lui, il va avoir la quantité de mouvement de lui, donc elle est égale. Ok, donc là, j'ai 1 ici, 1 kg. Puis j'ai 2m secondes. Ça doit être égal à 0,5 et 4 kg. Ok. Quel opérateur mathématique pourrait nous donner la même chose des deux côtés?
eh bien, c'est 1 fois. 1 fois. Si je mets un fois ici, et une autre fois là, 1 fois 2, ça donne 2. 0,5 fois 4, ça donne 2. Ben, génial. Fait qu'on on l'a trouvé. Puis là, ben, on pourrait faire plein d'autres expériences, puis on verrait tout le temps que ben, c'est tout le temps une multiplication des deux. Donc, la masse fois la vitesse nous donne notre quantité de mouvement. La quantité de mouvement, disons, on l'appelle P. Donc, P est égal à mv. Génial. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que je veux juste être sûr que c'est clair pour tout le monde. La vitesse, c'est quoi? La vitesse, là, c'est la distance divisée par le temps. Par exemple, j'ai une marque ici, puis j'ai une marque ici. Puis ça, là, ça mesure 100 mètres. J'ai une voiture ici qui se promène par là. Quand elle passe le point A ici, je pars mon chrono. Puis quand elle passe le point B, j'arrête mon chrono. Je calcule 10 secondes par exemple. Secondes. Ben, la vitesse, là, ça va être 100 divisé par 10. Ce qui va me donner 10 mètres pour 1 seconde. Fait que ça, c'est une vitesse moyenne. Fait qu'ici, il parcourt 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 fois. Donc en 1 seconde, il parcourt 10 mètres, puis il arrive à 100 mètres au bout de 10 secondes. Fait que c'est ça la vitesse. Puis l'accélération, c'est un petit peu plus compliqué un peu. L'accélération, c'est la variation de la vitesse. Donc, par exemple, j'ai cette même voiture ici qui passe un point A, puis s'en va jusqu'à un point B. Cette distance-là fait encore 100. Ok, ça c'est mon point A, ça c'est mon point B. J'ai toujours cette même voiture qui part par là. Ben si avec un mesureur de vitesse par exemple, je mesure ici que ici il allait à 10 mètres secondes. Puis que ici il allait à 20 mètres secondes par exemple. Ok, puis que j'ai calculé pendant cet intervalle-là que ça avait pris 10 secondes, mettons. Donc, quand il est passé le point A, j'ai parti mon chronomètre ici, puis j'ai mesuré que ça avait pris 10 secondes avant qu'il se rende au point B. Ben, en fait, la variation de l'accélération, ça va être 20 moins 10 sur le temps que ça a pris. Donc, c'est 10. Donc, ça me donne 1. 1 mètre, seconde carrée. Bon, maintenant revenons à nos moutons. Donc là, on a trouvé une formule P, quantité de mouvement, qui nous dit la quantité de mouvement. Là, tantôt, je vous ai dit qu'un objet pouvait aussi accélérer. Donc, on a considéré la quantité de mouvement un objet qui est en vitesse constante parce que c'était beaucoup plus simple. Mais un objet peut accélérer aussi. Fait que comment on considère ça? Faut comprendre le mouvement. Fait que faut prendre en considération toutes les propriétés qu'un mouvement peut avoir. Il peut accélérer mon mouvement. Donc là, soit qu'on se refait une autre formule, ou sinon, ben, on a déjà ça. On a déjà une formule. Puis, on a la vitesse. On sait qu'on peut, si on a une vitesse, ben, on peut possiblement la transformer en accélération. Ok. Comment faire? Ben là, il faut observer une accélération, mettons. Ok. Fait que là, je vais essayer de faire quelque chose de clair avec mon amalgame. Ok. Fait que là, par exemple, j'ai une efface qui se dirige à la vitesse constante. Quand elle arrive au point rouge, quelqu'un lui donne une poussée. Ou en fait, quelqu'un la pousse. Fait que c'est une force constante. C'est tout le temps la même force. Donc, la force est même si l'objet accélère, je pousse tout le temps à la même vitesse. Okay. Je pousse tout le temps à la même force. Excusez. Donc là, elle arrive à une vitesse constante. Rendu ici, je la pousse. Puis à la fin de ma feuille, j'arrête de la pousser. Okay. Fait que ça fait à peu près ça. Elle arrive à vitesse constante. Je la pousse. Puis après ça, elle continue. Donc là, on est d'accord pour te dire qu'ici, elle a une quantité de mouvement initiale. Donc on va l'écrire. Donc PI pour P initial est égal à M
fois VI. Donc, la masse ne change pas. La masse est pareille au début puis à la fin. C'est juste la vitesse initiale puis la quantité de mouvement initiale qui change. Ensuite, rendu ici, je la pousse. Puis rendu ici, elle a une nouvelle vitesse. Parce que je l'ai poussée. Donc, elle a une nouvelle quantité de mouvement à la fin ici. Là. La quantité de mouvement est différente parce que la vitesse est plus rapide. Donc là, on peut écrire PF est égal à M. Attends, je vais réécrire ça un peu là. PF égale à M fois VF. Fait que la masse ne change pas, évidemment. OK. Maintenant, si on voudrait mesurer cette variation-là, parce que là, c'est ça qui va nous intéresser. Parce que c'est ça qui peut changer. La variation peut être plus rapide. Si je la pousse super rapidement, ben, la variation va être très forte. Ou je pourrais juste la pousser légèrement un petit peu. La variation va être petite. Fait que là, ce qu'on cherche à mesurer, c'est la variation. Comment est-ce qu'on calcule une variation? Ben, une variation, ben, une vitesse, c'est une variation. Une vitesse, c'est un point A, un autre point, c'est la distance entre les deux, divisé par le temps. Fait que c'est ça. L'accélération, c'est la même chose. C'est 2 points qu'on divise par le temps. Mais maintenant, quand c'est le moment, ben, pourquoi on ne ferait pas pareil? Bon, ben, OK. J'ai P final moins P initial qui est égal, divisé par le temps. Ça, c'est ma variation de la quantité de mouvement. OK. Ça, c'est égal à quoi? PF, je l'ai ici. M fois VF. PI, je l'ai ici. Donc, M fois VI. OK, j'ai un divisé par le temps. Il faut que je le mette là aussi, si je veux que ce soit égal. OK. Bon, mon M, il est multiplié de mes deux côtés, puis il est constant. Je peux juste le mettre en évidence. Donc, ça va me faire M fois, là j'ai un fois ici, VF moins VI divisé par le temps. Donc, mon divisé, je peux le mettre à mon M, mais je peux aussi le mettre juste à ma parenthèse. Mathématiquement, ça se fait, ça. OK, ça, qu'est-ce que c'est? Cette affaire-là? Ben, c'est exactement l'accélération. OK, donc ma variation, donc PF moins PI divisé par le temps est égal ma masse fois l'accélération. OK. Qu'est-ce qui a causé ça ici maintenant? Là, vous voyez plus. C'est pas brillant. Excusez. OK. Là, fait que là, j'ai juste réécrit ça ici. Donc, moi, j'avais ça ici. Ça, j'ai pas fait de substitution dessus. J'ai pas travaillé mathématiquement dessus. Fait que je l'ai ramené en bas. Ça, j'ai travaillé mathématiquement. J'ai mis mon M en évidence. Les vitesses montant. Fait que ça me donne une accélération. Parce que ça, c'est une accélération. OK, maintenant, la question que je vous pose, c'est ça, qu'est-ce qui a causé ça? Quand c'est arrivé ici, je l'ai poussé. J'y ai appliqué une force qui l'a fait déplacer plus rapidement, accélérer. Puis ici, elle continue. Fait que c'est une force. Ça, là, c'est une force. Donc, F est égal à M fois A. Donc, j'espère que c'est relativement clair. Vous me direz vous me direz dans les commentaires si c'est pas clair. Je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, merci.